Elle était la plus belle, la plus célèbre, la plus désirée. Elle aimait la fête, chanter et danser. Elle aimait les hommes, l'amour et la vie. Elle avait le monde à ses pieds. À 38 ans, à l'apogée de sa gloire et de sa beauté, elle abandonne pourtant un statut de star mondiale pour une religion dévorante, la défense des animaux. Je suis l'avocat des bêtes, des animaux. 1977, c'est sur la banquise canadienne que Bardot, la star, devient Sainte Brigitte, mère protectrice des animaux. En 50 ans, elle a construit une véritable machine de guerre à leur service. Pour la première fois, elle a accepté de revenir avec nous sur cette épopée méconnue, ambitieuse, douloureuse, mais passionnante. Ma vie, maintenant, elle appartient au sauvetage d'animaux. Elle ne m'appartient plus. Colino 545 première. Parfait. Ces images sont historiques. C'est la dernière fois que Brigitte Bardot fait l'actrice. Cette chanson, de quoi parle-t-elle? Elle ne parle de rien. C'est un trobar clous. Un trobar clous? Une chanson close, obscure. Sur le tournage de Colino Trousse-Chemise, son 51e film, Brigitte Bardot a l'esprit ailleurs. Attention, bonne heure. Depuis un moment déjà, bébé vit un véritable dilemme. Le cinéma l'intéresse de moins en moins, alors que les animaux l'obsèdent de plus en plus. Un dilemme qui sera tranché le 6 juin 1973 à cause d'une étrange rencontre. On était en train de tourner une scène où j'étais habillé avec un hennin, machin, truc, le truc moyenâgeux. Et il y avait une dame qui faisait de la figuration avec une chèvre. Moi, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Aller directement vers cette dame avec sa chèvre. Et je lui dis, elle est mignonne, votre chèvre et tout. Et elle me dit, dépêchez-vous de finir votre film, là, parce que dimanche, je fais un méchoui avec ma chèvre pour la communion de mon petit-fils ou je sais pas quoi. Oh, putain, là, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai dit, vous allez la tuer? Bah, bien sûr, on va faire un méchoui. Oh, j'ai acheté la chèvre. J'ai quitté le plateau, je suis parti avec ma chèvre dans mon 5 étoiles, là. Je l'ai mise dans mon lit, avec la chienne et moi. Ça fait un bordel dans l'hôtel. Et je me suis vue dans une glace. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Déguisée, ridicule, alors qu'une chèvre allait mourir dimanche pour faire un méchoui. Mais la vie de cette chèvre, elle est bien plus importante que n'importe quoi. Et là, j'ai pris conscience que une vie d'animal était plus importante que toutes ces singeries que j'étais en train de faire de ma vie. Et j'ai décidé de plus les faire. Je veux, moi, passer mon temps à m'occuper de la défense animale. Oui. Voilà. Voilà, Et je crois tout. que j'aurai beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je fasse plus de cinéma. C'est peut-être son dernier film que Brigitte Bardot est en train de tourner à Sarlat dans le Il Périgord. faudra donc s'y faire. Brigitte Bardot plante les caméras pour aller planter ses choux. Voilà, c'est fini. Quand, à l'issue de ce tournage, Brigitte Bardot abandonne le 7e art, son bilan est flamboyant. 51 films, dont une poignée de chefs-d'œuvre. Un répertoire musical promis à la postérité et une iconographie qui magnétisera encore longtemps les pages des magazines. Avec un tel palmarès, qui pouvait croire à une décision aussi radicale de sa part? Elle est sans doute la seule, en juin 1973, à savoir que ses adieux au cinéma sont irrévocables. Quand je prends une décision, je la prends en ayant mûrement réfléchi à ce que je fais. Je ne reviens jamais dessus. Jamais. Pourtant, à l'époque, dans la presse comme auprès du public, c'est le scepticisme qui l'emporte. Pourquoi cette blonde incandescente, devenue non pas une star parmi d'autres, mais la star internationale, claquerait-elle la porte du cinéma qui lui a tout donné? D'autant qu'il est si simple de la confondre avec ses rôles.
l'héroïne d'une ravissante idiote ou de La femme et le pantin, est-elle à même de prendre une décision réfléchie? C'est qu'on est à 1000 lieues d'imaginer le rejet violent et irréversible qu'elle éprouve depuis longtemps pour le cinéma. J'étais traitée comme une reine, mais ça ne correspondait pas à ce que j'avais en moi profondément, voilà. C'était du faux, des faux sentiments, des faux décors, des faux trucs, des faux mots qu'on dit aux autres. Bardot est en quête d'authenticité. Une authenticité qu'elle ne trouve qu'auprès des animaux. Entre elle et eux, c'est du sérieux. Une histoire d'amour de toujours qu'on ne voulait pas voir et dont elle ne s'est pourtant jamais cachée. D'ailleurs, toute sa carrière cinématographique pourrait être revue à l'aune de cette passion dévorante. Sur les tournages qu'elle trouve interminables, tout l'énerve. Je sais que ça fait un mal aux genoux, c'est terrible. Bon, on va y aller. Brigitte, ta position. Position. C'est pas confortable, hein. J'ai mal. Non, oublie, flap. Attention, moteur. Les animaux sont son échappatoire. Ses alliés, ses amis, son unique moyen de se connecter au monde réel dont son statut l'a irrémédiablement coupé. Quand ils ne sont pas naturellement présents sur les plateaux, Bardot s'arrange toujours pour les y inviter. Il y avait toujours des animaux. Et ça me stimulait, j'étais contente. Ils étaient là, je les caressais. Que ce soit un âne, un cheval, une vache, un chien, un chat, un canard. Sur le tournage de Vie privée de Louis Malle, Bébé sauve de la mort une fratrie de canetons orphelins en les couvant littéralement dans son décolleté. J'en ai rendu plus d'une folle, hein, des habilleuses, les pauvres. Avec tous les animaux que je me trimballais. Aussitôt qu'elle le peut, Bardot fuit les plateaux de cinéma où elle s'ennuie à mourir pour investir les refuges de la SPA. Je vais repartir de là avec tous les chats et tous les chiens. La pauvre petite. La SPA, c'est à l'époque la seule organisation dédiée à la défense des animaux et essentiellement à l'accueil des chiens et des chats errants. Quand ils ne sont pas adoptés rapidement, ils sont supprimés. Moi, je ne savais pas qu'on piquait les chiens à la SPA. Je croyais que c'était pas un paradis pour animaux, mais enfin, en tout cas, un asile sûr dans lequel ils pouvaient vivre en attendant un maître. J'ai pris 10 chiens, 20 chats. Écoute, c'est pas vrai. C'est l'arche de Noé, voilà. Alors écoutez, ce qu'on va faire... Et j'ai mis tous les chiens derrière avec moi, 10 chiens. Et c'est une Rolls qui avait un truc qui a séparé le chauffeur de derrière. Là. Faut pas qu'il y ait de communication. Et les 20 chats avec le chauffeur devant et le truc fermé. Et le chauffeur, il pouvait pas conduire parce qu'il avait les chats qui lui grimpaient sur la tête. Bon voyage. Et je suis arrivé sur les plateaux de Boulogne. Je suis rentré dans tous les plateaux qui tournaient. Et j'ai dit, bon, écoutez, j'ai des chiens à placer. Si vous en prenez pas, je tourne plus. Je fais la grève. J'ai placé tous mes chiens. Je les ai sortis de cages ignobles, affreuses, sales, où ils étaient dans un état de détresse. Mais j'en aurais pris bien plus, hein. Vas-y, vas-y. Pour Bardot, le cinéma fut donc toujours un moyen plutôt qu'une fin. Chez elle, aucun rêve de gloire ou d'argent. Ses ambitions sont bien plus surprenantes et traduisent déjà ses véritables priorités. Je voulais faire du cinéma pour m'acheter une ferme où on ne tuerait pas les animaux. Ça a toujours été dans ma tête. Bazoches, maison de poupées acquise en 1959 dans une vallée cossue de la région parisienne, donnera une réalité à son rêve. Une maison qui nous restitue encore aujourd'hui, intacte, le charme et la simplicité de sa vie à la campagne dans les années 60. Très loin des paillettes de stars.
Sa guitare trône dans le salon, tout près du piano sur lequel Serge Gainsbourg a composé pour elle quelques chefs-d'œuvre. L'amour incandescent entre Bardot et Gainsbourg semble irradier encore ce lieu que la star a pensé comme un paradis pour elle et pour les animaux qu'elle accueille en grand nombre. Hop les enfants, venez. Une fée, des animaux, un décor bucolique. Des poissons. On se croirait presque dans un dessin animé. Ce n'est pas un hasard. J'avais une passion pour Blanche-Neige, parce qu'elle était entourée d'animaux. C'était extraordinaire, tous ces petits oiseaux qui lui apportaient sa robe, qui venaient tirer ses rideaux le matin. Allez, hop, viens, on va voir l'échelle. Allez, hop. À l'époque où Brigitte Bardot était le sexe symbole absolu, on nous aurait dit que son rêve et son fantasme absolu à elle, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. On aurait ri, évidemment, parce que c'est carrément à l'opposé de l'image qu'on s'en faisait. Et cependant, quand on voit que sa trajectoire l'a amenée en effet à devenir Blanche-Neige et parlant à tous les animaux autour d'elle, oui, c'était son fantasme inaugural. Brigitte Bardot se rêve donc en Blanche-Neige, cette icône asexuée de Disney, tout en incarnant pendant toute une partie de sa vie une femme libre, provocante, qui dévore la vie à pleines dents. Elle collectionne les amants au gré de ses coups de cœur et de ses envies. Brigitte Bardot, c'est une révolution sexuelle à elle toute seule bien avant mai 68. Et notre révolutionnaire est aussi libre dans ses actes que dans ses paroles. Quel était le jour le plus heureux de votre vie? Una noche. Son sex appeal naturel alimente tous les désirs. You are 30, but in some ways you are still 15. No, I'm 31. But in some ways you are still 15. What do you mean by that? And you? 30. Est-ce que vous avez des idées préconçues sur les hommes américains? No. No. I think they are wonderful. Mais une liberté aussi effrontément affichée, revendiquée, dans la société patriarcale et machiste des années 60, lui attire autant d'amour que de haine. Et les cinéastes utilisent son sex appeal pour dynamiter l'ordre établi. Vous avez des pieds de marquise. Monsieur Carradine, vous avez un culot du diable. Oh, ça va barder. Bonjour, monsieur. C'est dommage, madame. Ça fait une demi-heure que tu devrais être à la librairie. Naturellement, tu préfères te montrer nu devant des hommes, dévergondés. On sort une fille de l'orphelinat et voilà sa façon de vous dire merci. Et je travaille. Ah oui, d'une jolie manière. Oh, toi, tu ne verras pas longtemps. Je te réserve une surprise. Sais-tu ce qu'on raconte de toi dans le pays? Tu t'en moques? Eh ben, moi pas. Dévergondé. Tu vas répondre, oui ou non? Une violence qui traduit bien la place qu'occupe Brigitte Bardot dans l'imaginaire collectif des Français. Son public vit comme une trahison la fin de sa carrière d'icône. Et les hommes, dont elle est le fantasme absolu, se sentent tout particulièrement trahis. Elle est gentille, elle aime les animaux. S'occupe des bébêtes, des Elle petites bébêtes. Oui, bon, ben, ça va. Et j'ai été... Vous avez quelque chose à dire, Président? Non, je dis j'aimerais bien qu'elle s'occupe de la mienne. Mais c'est pas... Non, ça s'arrête là. Non, oui, j'espère que ça s'arrêtera là. Cet amour des animaux, elle l'a toujours proclamé. Mais bébé, on ne l'écoutait pas. On se contentait de la regarder. Et pourtant, ce jour de janvier 1962, sur le plateau de 5 colonnes à la une,
la militante cherchait déjà à faire oublier la star. Les petits animaux, les veaux, les moutons et les chèvres, sont égorgés vivants. On leur coupe la gorge et le sang s'écoule, entraînant la mort. Vous dénoncez ce que vous croyez être un scandale, ce que vous pensez être un scandale qui en est peut-être un. Je ne crois pas, je suis sûre que c'est un scandale. Et elle ne se contente pas de dénoncer, elle apporte des solutions. Il y a quelque chose qui existe en Angleterre et au Danemark, qui est un pistolet qui est muni d'un emporte-pièce avec une broche qui transperce la boîte crânienne qui donc met l'animal KO, si on peut dire, juste une sorte d'anesthésie. C'est la première fois que Bardot prend position avec une telle force sur le problème de la maltraitance animale. J'étais malade de trac en me disant, selon ce que je vais dire, comment je vais le dire et la façon dont ça va être interprété, je sauve ou je ne sauve pas des vies. Et ça, c'est terrible, c'est comme un avocat un peu. Notre ambition, notre vœu, notre but, c'est de faire passer un décret qui interdise la tuerie sans anesthésie ou sans assommement préalable. Des paroles aux actes. L'avocate Bardot, déjà activiste de la cause animale, n'ignore pas que sans un prolongement législatif, les revendications énoncées à la télévision resteront lettres mortes. Direction donc les hautes instances de l'État pour les faire valider. C'est Roger Frey, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, qui m'a reçu avec mes pistolets. Je lui apportais les prototypes de pistolets d'abattage parce que ça n'existait pas à l'époque. Convaincu par l'exposé de la jeune actrice, Roger Frey fait passer en avril 1964 un décret spécifiant que les animaux devront être endormis avant d'être saignés. Victoire pour Bardot, et pas des moindres. Mais il lui en faudra beaucoup d'autres pour acquérir une crédibilité. Sur le plateau de 5 colonnes à la une, Pierre Desgroupes pose une dernière question que tout le monde a sur les lèvres. Une question dont elle aura à répondre toute sa vie. Vous ne pensez pas que le public va trouver étrange que vous, Brigitte Bardot, vous vous occupiez de ces problèmes? Qu'il va se dire... c'est de la publicité. Pourquoi pas? On se l'est déjà dit à propos d'autre chose. Oui. Vous savez, je pense que je suis peut-être une des rares personnes au monde qui n'ait pas besoin de publicité. La question est d'autant plus légitime que ce jour-là, Bardot a aggravé son cas. Ce ne sont plus seulement les chats et les chiens qui la préoccupent. La voilà qui met aussi son nez dans le milieu âpre et masculin des abattoirs. Si, auprès des politiques, elle a remporté une victoire, auprès du public, elle reste inaudible. Et pour cause. Elle vient troubler le festin auquel accède enfin la France après les privations et les rationnements de la guerre. Et culpabiliser les mangeurs de viande devenus, grâce à la prospérité des 30 Glorieuses, le premier parti de France. Mais cet appétit insatiable pour la barbaque ne sera pas sans conséquences sur les conditions de vie des animaux. Désormais, on les fait se reproduire par milliers, par millions. Entassés, compressés, puis tués à grande échelle. Longtemps, Bardot, végétarienne depuis les années 70, sera l'une des rares à dénoncer ces dérives. Bardot seul contre tous, et qui mesure, maintenant qu'elle est loin des plateaux de cinéma, le gouffre qui sépare le statut d'icône de celui de simple mortel. Le tournant a été très dur. Je sortais d'un milieu où j'avais un chauffeur, une maquilleuse. J'avais une vie extrêmement simplifiée. Tout le monde était là, elle veut une cigarette, on lui apporte une cigarette, un verre de champagne. Puis tout d'un coup, je me suis retrouvé à aller ramasser les crottes des chiens à la SPA. J'avais un cœur, mais aucune expérience.
Mais Brigitte dispose d'un atout considérable, sa célébrité. Il ne faut plus que les animaux soient les souffres-douleurs des hommes. Elle déploie sa verve sur tous les plateaux télévisés. La vivisection, ça c'est une horreur. On devrait au moins endormir les bêtes sur lesquelles on fait des expériences. De 1973 à 1977, elle devient la professionnelle de l'indignation tous azimuts. Une avocate un peu brouillonne, généreuse mais peu efficace. Je trouve ça horrible. Et un jour, je me suis dit, je vais structurer ça par quelque chose. Et j'ai voulu une fondation. Cette fondation, la Fondation Brigitte Bardot, va se battre. Nous ne sommes pas là pour faire des sourires. Le but de ma fondation, c'est de rendre les lois fortes et applicables. Mais à ce moment-là, Brigitte la Cigale n'est pas suffisamment armée pour affronter les contraintes juridiques et financières inhérentes à une telle entreprise. La première fondation Brigitte Bardot, née en 1976, fermera donc ses portes 4 mois seulement après sa création. Bardot accuse le coup, mais lorsqu'on a trouvé en soi la force de renoncer à un destin fabuleux pour un sacerdoce ingrat, on ne se renie pas au premier revers. Et un an plus tard, en mars 1977, sur la banquise canadienne, la star va livrer, au nom des bébés phoques, le combat qui donnera enfin à sa cause toute sa légitimité. Grâce au Suisse Franz Weber, sommité mondiale de l'écologie. On m'a dit que Franz Weber envisageait d'aller sur place pour essayer de sensibiliser l'opinion publique à ce massacre. Au culot, je lui ai écrit et je lui ai dit « Est-ce que je peux vous aider dans cette mission que vous allez accomplir ?» J'ai donné de l'argent pour ça, parce que ça coûte cher. Et je suis partie à l'aventure là-bas. Mais vraiment à l'aventure. Bardot est toujours un aimant à caméra. Sa présence attire les projecteurs du monde entier qui saisissent quasiment en direct le massacre industriel de bébés phoques à peine sortis du ventre de leur mère. 300 000 chaque année, dont le sang répandu sur la neige marquera les esprits et dérangera les consciences. Je pense que c'est dégueulasse, parce que ces animaux ont 2 mois, qui ne peuvent pas bouger, qui ne savent pas nager, qui ne peuvent pas marcher, et qu'on les dépèce vivants. Et moi, vraiment, je suis partie en guerre contre ça et j'irai jusqu'au bout. Alors là, les bébés phoques... terrible. Moi qui suis pas du tout aventurière, qui aime pas prendre l'avion, qui aime pas bouger de chez moi, c'est un exploit que j'ai fait. Et là-bas, on a été vraiment boycottés. On pouvait pas y aller sur la banquise, on nous refusait. On nous refusait les hélicoptères, on nous refusait tout. Mais Bardot contourne les interdits, brave les obstacles et atterrit enfin sur la banquise au milieu d'un parterre de journalistes qui l'accueillent dans une ambiance effervescente. J'aurais voulu faire mon premier voyage au Canada dans des conditions différentes. Je voudrais le silence, s'il vous plaît. Je suis venue de France, vous savez pourquoi? À cause du massacre des bébés phoques. Et si je fais le voyage de France jusqu'ici, c'est pas pour faire du tourisme, ni pour me faire photographier comme au Festival de Cannes. Et si je viens vous voir aujourd'hui, c'est amicalement pour vous prévenir qu'il va se passer quelque chose de grave pour le Canada si le massacre ne cesse pas. Sur place, les relations avec les autorités canadiennes, ulcérées par l'indiscipline et l'ingérence de la star, sont brutales. Elle leur tient tête. Il l'éloigne de la banquise, Manu Militari aborde un hélicoptère qui vole au cœur d'une tempête. On n'arrivait pas à prendre de la hauteur et on était à 50 cm des falaises, poussé par un vent, de la neige qui tombait dans tous les sens, on voyait rien. Vraiment, on a cru mourir. On a cru mourir. Malgré le danger, elle ose un nouveau coup d'éclat. Elle fait atterrir l'hélicoptère en plein territoire de chasse.
pour une confrontation d'anthologie avec des chasseurs. Did you mind to change your job? Do you like the job you are doing? Yeah. You like to kill baby seals? No, not. So, it's not a pleasure, I think, for you to kill baby seals. We propose you, and it's very, very, very serious, to make here a factory, a big factory, fantastic, modern, and everything, the best, to make synthetic furs. You heard about me, you know who I am, no? Maybe, I don't know, but, bon. I have my name very well known in all the world, and I give you my name to sell, vendre, to sell the merchandise in all the Canada with my name, and the money will be not for me, but for you. C'est à l'issue de cet échange surréaliste que Brigitte Bardot va faire l'une des plus importantes rencontres de sa vie. Voilà ce que c'est qu'un bébé phoque, et voilà ce qu'on tue, par centaines de milliers pour la fourrure. On les aura, va. J'ai ressenti une émotion, un amour pour cet animal, pour la maman qu'il cherchait, qui était un peu plus loin. Regarde la mère qui sort, là, vite, là. Ce que c'est mignon. Oh là là. J'étais consciente, et là, vous voyez, j'ai les larmes aux yeux. Et quand j'ai fait le truc, ça fait pareil. C'était pour moi un sauvetage, mais inimaginable. Dans le monde entier, Bébé et son bébé phoque, c'est le choc des photos, l'impact des images. Conséquence immédiate, Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française, interdit l'importation de la fourrure de phoque. Nouvelle victoire pour la Passionnariat qui, malgré le succès spectaculaire de son expédition canadienne, fait un retour désenchanté et même douloureux sur le sol français. J'ai remué l'opinion publique canadienne. Je suis un peu fatiguée, excusez-moi. J'ai remué l'opinion publique canadienne et même dans le pays le plus hostile, celui que j'allais attaquer, j'ai des alliés. Et je rentre en France épuisée en me disant, enfin, ici, je suis soutenue, j'espère, par tout le monde. Je sais que le public me soutient, mais enfin, je comprends pas que la presse française adopte une telle attitude à mon égard. Je trouve ça injuste. Décidément, Bardot n'aura jamais été prophète en son pays. Elle est considérée comme un symbole français de haut vol, certes, mais rejetée comme rebelle, rétive, sortant toujours du cadre. Une scandaleuse doublée d'une emmerdeuse. Quand j'entends tous ces politiques qui nous font des monts et merveilles de promesses et qu'il n'y en a pas un seul, que ce soit de droite, de gauche ou du milieu, qui parle une fois d'un problème ou d'une amélioration de la condition animale en France, moi je suis scandalisée. Brigitte Bardot voit toujours le verre à moitié vide. Et pourtant, elle n'a cessé de contribuer à l'évolution des lois en faveur des animaux. Et pas seulement en France. Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Bardot, va porter partout les revendications de sa patronne, y compris au Parlement européen où il se livre à un lobbying très actif. La question du bien-être animal et même de l'écologie, c'est un enjeu de civilisation. La question animale, elle fait progresser l'idée qu'on a de l'humanité. Et le travail que fait la Fondation Brigitte Bardot a permis très clairement de faire évoluer un certain nombre de directives européennes. Diplomatie d'un côté, communication et provocation de l'autre, ce sont les deux leviers de la femme d'influence qui est devenue Bardot au fil du temps. Mais avant d'arriver à ce savoir-faire politique, Bébé a dû professionnaliser son action et créer l'outil indispensable à son combat. Ce sera la Fondation Brigitte Bardot deuxième version, créée en 1987, qui évitera cette fois les écueils rencontrés 10 ans auparavant.
C'est Charles Pasqua qui m'a aidé, parce que j'y comprenais que dalle. Je suis allée carrément voir le ministre. Et c'est lui qui m'a dit, Brigitte, il vous faut un capital de 3 millions de francs à l'époque pour mettre en fonds de votre fondation. Et là, j'ai commencé à vraiment comprendre, c'était pas le tout d'avoir un cœur, il fallait se plier aux obligations administratives, et je l'ai fait. 3 millions de francs. Pour réunir cette somme dont elle est loin de disposer, elle va commencer modestement. Trop modestement, peut-être. À Saint-Tropez, devant les badauds éberlués, elle déballe sur le marché de la place des Lys une partie du contenu de la madrague. Je me levais à 5h30 du matin, et j'allais préparer mon petit stand joli. Ils achetaient. Ils achetaient. J'ai vendu tous mes bracelets mexicains, mes chapeaux, mes colliers, mes jupons, et tout ce que vous voulez. Alors le soir, je dédicaçais des photos et je les vendais. Ils étaient contents. Mais jouer à la marchande 2 fois par semaine ne l'amènera pas loin. Bébé le découvre assez vite. Elle est mûre pour se dépouiller encore plus de ce qu'elle possède. Et ça tombe bien, son célèbre appartement parisien de l'avenue Paul Doumer recèle d'inestimables trésors. J'ai contacté Tajan, qui est un fantastique commissaire-priseur. Il est venu chez moi et on a fait un tri. Il m'a dit ça, alors des choses auxquelles je tenais, évidemment les plus belles. Hein. Des meubles qui venaient de ma famille, des bibelots splendides qu'on m'avait offerts. Il y avait la première Marianne sortie du moule qui vaut une fortune. Ma première guitare, des robes de mes films, ma robe de mariage avec Vadim. Des bijoux de ma famille. Adjugé 10 000 en haut. 116 lots, 1000 personnes présentes et 14 chaînes de télévision venues du monde entier pour couvrir cet événement qui se déroule le 17 juin 1987. À 35 000, j'adjuge. Adjugé 35 000. Je voyais partir tout ça. C'était un peu ma vie qui s'écoulait comme ça, à prix d'or ou à rien du tout. Bon. Et je me disais, ce sont des objets morts. Et ces objets morts, ils vont servir à sauver des vies. Voilà. La vente rapporte 3 millions de francs à Brigitte Bardot, soit la somme nécessaire à la constitution de sa fondation. Oui, je suis heureuse. Brigitte, vous êtes merveilleux. Vous êtes merveilleux, vous, parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à tout le monde. C'est une belle journée pour vous. Et c'est à la fin de cette vente que Bardot prononcera une de ces phrases qui contribue à sa légende. J'ai dit comme ça, on m'a demandé quelque chose et ça m'est sorti tout seul. J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Je donne ma sagesse et mon expérience, maintenant, et le meilleur de moi-même aux animaux. Et maintenant, je donne ma sagesse et le meilleur de moi-même aux animaux. Brigitte Bardot a fait don de tout ce qu'elle possédait, notamment la madrague, pour pouvoir obtenir la reconnaissance d'utilité publique. C'est ce qui va permettre de conférer une pérennité à la fondation. Brigitte Bardot se déleste donc au profit de sa fondation, de sa légendaire maison tropézienne, d'une valeur restée secrète mais probablement inestimable. Et la donne change du tout au tout. Désormais, elle peut poursuivre sa mission à une autre échelle. Une fondation d'utilité publique bénéficie de prérogatives exceptionnelles, dont la plus importante est la possibilité de recevoir des héritages. Nous sommes totalement exonérés des droits de succession. C'est pour ça que nous avons beaucoup de legs, puisque nous ne payons pas d'impôts. On ne vit que de ça. Parce que comme moi j'ai tout donné, ils ne peuvent pas avoir le doute
que leur argent ne sera pas utilisé pour les animaux. Les sacrifices de Bardot ont payé. Ces années de combat dans l'indifférence générale, où les moqueries cruelles n'auront pas été vaines. Son acharnement a permis à sa fondation de devenir une véritable machine de guerre. 15 millions d'euros de budget annuel, financé à 80% par les legs. 110 salariés permanents. C'est beaucoup mieux. Hein. C'est beaucoup mieux. Une action qui s'étend à 70 pays. Des centres de sauvegarde de la faune sauvage sur les 5 continents. Des sauvetages d'animaux marins à bord du trimaran le Brigitte Bardot qui sillonne les océans. Des hôpitaux animaliers en Asie et en Afrique, où l'on greffe même des prothèses à des éléphants victimes des braconniers. Et aussi des sauvetages d'animaux qui peuvent mobiliser des moyens dignes d'une superproduction hollywoodienne. Comme pour l'hippopotame Tonga. Tonga a été exploité en France dans un cirque itinérant, mais en toute illégalité. Son cadre de vie, c'était une roulotte et de l'eau croupie. Alertée, la Fondation Bardot décide de le sauver et de le transférer en Afrique du Sud, sa terre d'origine. Allez, viens. Allez, viens vite. Tiens. Tiens, Tonga. Tonga. Allez, viens. Eh oui. Allez, viens, mon grand. Mais transporter un pachyderme de 2 tonnes à l'autre bout du globe, c'est un pari fou. Camion, avion, cargo et enfin transfert jusque dans son nouveau lieu de vie africain. Quand BBM, elle ne compte pas. 40 000 € rien que pour l'acheminement de Tonga. Et une happy end, il coule aujourd'hui des jours heureux dans son milieu naturel. Et Romain Michel se baladait avec des ours qu'on a nous dans le nez et à qui on a appris à danser en les mettant sur des plaques chauffantes et en tapant du tambourin. Et ces plaques chauffantes, ils sont tellement... ça les brûle, alors ils bougent les pieds comme ça, en même temps on tape du tambourin. Donc même s'il n'y a plus de plaques chauffantes, ils bougent les pieds. C'est le réflexe de Pavlov. Ces ours de Bulgarie doivent aussi leur salut à l'action de Brigitte Bardot et à son indignation devant les tortures qu'ils subissent. Cela a pris du temps, mais dès les années 2000, une équipe de la Fondation s'envole pour la Bulgarie, avec pour mission de les racheter un à un à leurs propriétaires. On les a tous récupérés, presque. Ils avaient le nez tout arraché, plus de poils, ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus de griffes, on les a dégriffés et tout. 24 ours récupérés puis libérés dans un immense parc de 11 000 m² cofinancé par la Fondation. Au début, ils ne bougeaient pas. Ils étaient prostrés. Ils ont mis du temps à comprendre que tout d'un coup, ils n'étaient plus esclaves de l'homme, qu'ils étaient libres. Aujourd'hui, ces ours hibernent, renouant ainsi avec leurs instincts les plus primitifs. Mais Brigitte Bardot ne s'en est pas tenue là. Grâce à ses interventions, le gouvernement bulgare a modifié sa loi. Il est interdit désormais de chasser, de vendre, d'acheter ou d'exhiber devant un public des ours bruns. En France également, de nombreux sauvetages sont à mettre au crédit de la Fondation Brigitte Bardot, et souvent à la demande des services vétérinaires de l'État, comme lorsqu'il a fallu arracher 100 bovins maltraités à un éleveur francilien. Cette opération commando a nécessité 10 employés de la Fondation, 4 semi-remorques, un bataillon de gendarmes, les services vétérinaires de l'État et beaucoup de sang-froid. On y va.
C'est très stressant de se dire, bon, qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce qu'on va trouver des cadavres? Est-ce qu'on va trouver des animaux très affaiblis? On est face aussi à une détresse souvent humaine, parce qu'on va enlever les animaux d'une personne dont c'est le gagne-pain. Évidemment, je ne vais pas me laisser faire. Vous m'enlevez ma raison d'être, vous m'enlevez mon troupeau, vous m'enlevez mes vaches. Mais la Fondation Bardot agit sur ordre de l'État. L'éleveur se doit d'obtempérer. Les bovins seront conduits dans la nuit en Normandie chez l'un des agriculteurs partenaires de la Fondation Bardot. Des bêtes de cet âge-là, de cette grosseur-là, c'est quand même des petites malheureuses, quoi. La Normandie va devenir leur paradis. Ah merde. Ils sont une vingtaine d'agriculteurs en France à souscrire à une idée mise en place par Brigitte Bardot et ses équipes. En contrepartie d'un salaire fixe, ces éleveurs n'emmènent plus leurs bêtes à l'abattoir. On s'est dit, on va demander à des agriculteurs qui sont en étape de semi-faillite, s'ils ne veulent pas s'occuper des animaux qu'on recueille, qu'on sort de l'abattoir, qu'on sauve, qu'on leur paye une pension pour ces animaux, ils ne font plus de commerce avec de l'élevage, etc. Eh bien, ça marche très bien. Marguerite. Tu viens, Marguerite? Marguerite, là, la grise, a été sauvée d'un abattoir. Elle était prête à passer de l'autre côté. Et elle a été sauvée in extremis, on va dire. Et ça fait 4 ans qu'elle est là. Et elle est belle, hein, Jérôme Lebrun, 54 ans, est l'un de ces agriculteurs reconvertis en gardien de troupeau. C'est même le premier à avoir souscrit, il y a 20 ans, à cette idée révolutionnaire. Il accueille en pension chez lui, en Normandie, 37 bovins et 32 moutons, qu'il regarde vieillir. c'est peut-être moi qui ai les vaches les plus vieilles de France, en fait. Le fait de voir mourir naturellement comme nous, c'est beau quand même, quoi. C'est normal qu'on s'attache vraiment aux animaux, quoi. On n'a pas le même rapport du tout. Des agriculteurs reconvertis. Une piste pour l'avenir dans une société qui aspire à consommer moins de viande. Car les refuges créés par Brigitte Bardot, 31 hectares au total, sont désormais tous saturés. Bazoches, son ancienne maison dans les Yvelines, Montpont près de Bordeaux et Lamar-Auzou en Normandie. J'ai un très mauvais souvenir des refuges quand j'allais à la SPA, etc. Pour moi, c'était des prisons. Donc je ne voulais pas avoir de refuge. J'ai dit, si un jour j'ai un refuge, ça sera avec des animaux en liberté, comme si c'était ma maison. Nutrition, santé, bien-être et relations avec l'homme. Dans ces refuges, Brigitte Bardot a élaboré un véritable art de vivre animalier. Presque une utopie réalisée. Ici, les chats, ils vivent dans des maisonnettes avec des cours extérieurs, avec des arbres, ils peuvent grimper à l'arbre. Ils ont du chauffage au sol. C'est une bonne vie de chat. C'est fini, ça y est. Ouais. Allez, viens. Ils mangent un mélange de bananes, de pain trempé dans l'eau, de légumes de saison en général. On avait des raisins, là on n'en a plus. Il y a des petits pois, de la salade, des produits frais. Là, je mets du poivron, du fenouil, et il y a déjà des épinards, de la pomme, du brocoli et de la poire pour ces messieurs les braves. Les loulous, c'est l'heure de manger. Généralement, les gens exterminent les rats et ne s'en occupent pas. Nous, on en prend soin. Hello, Coco. Viens, Coco, les pigeons. Viens. Allez, Choupette. Nous, l'équipe chien, on prépare environ 200 gamelles. Chaque chien a sa ration, en fait. Et on fait des réunions de temps en temps pour revoir le dosage, si le chien a plutôt maigri, grossi.
s'en occupe du matin au soir. Dès qu'il y en a un qui tousse, hop, c'est vétérinaire tout de suite. C'était une diarrhée d'origine bactérienne en plus, qui répond qu'au traitement antibiotique. C'est bon, faut y aller. C'est tout, c'est fini, c'est bientôt fini. Voilà. Que ce soit avec une poule, un chat, un chien, un rat, on sent l'amour qu'ils ont, on sent leur apaisement, on sent leur détresse, on sent quand ils sont stressés. On ne peut pas l'expliquer. Il y a des connexions. C'est la communication interespèce. Ça passe. Et on le sent énormément, oui. La communication interespèce. Une évidence pour Brigitte Bardot depuis toujours. Brigitte Bardot a toujours eu cette connaissance instinctive des animaux. Sans doute parce que, bien plus que n'importe qui, elle s'identifie à eux. Je sais très bien ce que ressentent les animaux, je l'ai ressenti moi. J'étais comme un animal, traqué, traqué, traqué. Il faut se souvenir avec quel acharnement et quelle violence Bardot fut harcelé, épié, poursuivi, parfois piétiné, pris au piège de sa notoriété. Ma vie ressemble à une grande prison. Je suis obligée de vivre avec les rideaux tirés ou les volets tirés parce qu'il y a des téléobjectifs sur le toit d'en face. Elle-même a été traitée comme un animal, c'est-à-dire traquée, enfermée. Qu'on pense à ce qui s'est passé au moment où elle a donné naissance à son Nicolas, avec des photographes sur les toits alentours, comme dans les reportages animaliers où on se planque pour pouvoir surprendre la nichée. Il est évident qu'elle a été un bel animal, victime de safari photo, certes, mais de safari. Je suis beaucoup plus animal que être humain. Elle s'identifie totalement à ces animaux. Et c'est pour ça que quand un animal souffre, c'est dans sa chair à elle qu'elle le ressent. J'ai mal. Pas physiquement, mais j'ai mal dans mon cœur. J'ai mal, j'ai mal. Elle incarne l'amour des bêtes. C'est-à-dire que la question animale, c'est pas seulement quelque chose qui est lié à l'argumentation, à la science. Bien sûr, la science est fondamentale. L'éthologie, qui nous fait prendre conscience de la richesse des existences animales, est majeure. Mais ce n'est pas seulement avec les arguments et les connaissances qu'on change le style de vie. Il faut aussi des émotions. Brigitte Bardot a joué un grand rôle. C'est un phare. C'était un phare, tout le monde savait qui c'était. Donc ce phare a été un porte-parole et elle a mis en lumière un problème que les scientifiques précisent. L'éthologie sans phare restait dans les laboratoires. Et en associant les deux, on a métamorphosé la condition animale. Allez, hop! La rencontre de l'émotion et de l'élaboration scientifique, ce serait donc la recette qui a donné une ampleur nouvelle à la cause animale. Bébé fut sûrement la lanceuse d'alerte la plus tenace, la plus constante et la plus impliquée. Et aujourd'hui, ce combat qui lui est si cher infuse enfin toute la société. Stop au cauchemar! Stop au cauchemar! Pour les poules! Pour les veaux! Il y a une prise de conscience du public, mais forte. Et que dalle de la part des gouvernements de celui-là, de celui d'avant, celui d'encore avant, etc. Stop au cauchemar! Pour les poules! Les jeunes, les petits. Telle est Brigitte Bardot, éternelle révoltée, éternelle insatisfaite.
Maintenant, elle appartient au sauvetage d'animaux. Elle m'appartient plus. Je suis responsable d'eux. Au point de tout leur sacrifier. Brigitte Bardot, c'est la tour de contrôle de la souffrance animale. Elle n'ignore pas que prétendre l'éradiquer, c'est une mission impossible. Aussi, dans ces moments de doute, elle sait où puiser le courage de poursuivre sa bataille. C'est un endroit magique. C'est très rare. Avec le silence, la beauté de la mer, qui est très importante. Et puis cette petite chapelle minuscule où on prend quand même une espèce de sérénité mystique. Alors, quand vraiment ça va pas, mais j'y vais. Et souvent, je m'engueule avec la petite Vierge. Parce que quelquefois, ça va pas fort. Hein. Mais ça s'arrange toujours. Le mythe dont elle fait toujours l'objet, elle le balaie d'un revers de la main. Son passé glamour, elle l'occulte. L'émancipation des femmes dont elle fut le porte-drapeau, elle l'a presque oublié. De son bilan pourtant impressionnant en faveur de la défense des animaux, elle ne tire aucune fierté. Le passé ne l'intéresse pas. Le présent est entièrement dédié à sa cause. Une seule chose la rassure. Son combat lui survivra.